Bonsoir à tous, il est exactement 20h. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Dans quelques jours, peut-être dans quelques heures, un nouveau gouvernement au Gabon. Le premier de l'ère, Billy Binze, nommé ce jour au poste de Premier ministre. Il succède à la primature à Rose Christiane Osuka-Raponda, désormais à la tête de la vice-présidence. Le dialogue public-privé au centre d'un plan d'action 2023 de la Fédération des entreprises du Gabon. Au cours de la première assemblée générale, la FEG a mis un accent particulier sur le respect scrupuleux des statuts et règlements de la fédération. Et puis, les cours suspendus une semaine pour tous les établissements scolaires de Franceville. Les élèves descendus dans les rues protestaient contre la hausse du coût du transport. Encore une fois de plus, bienvenue dans cette édition d'information à l'intérieur du pays. Pour l'ouverture de cette édition d'information, ils étaient de centaines des élèves à battre le bitume ce matin dans la commune de Franceville. Ils protestent contre l'augmentation du prix du transport et la pénurie de carburant. Les cours ont été suspendus une semaine. Regardons. En effet, c'est au terme d'une marche pacifique observée par l'ensemble des apprenants des différents établissements secondaires de la commune de Franceville ce lundi 9 janvier 2022, s'insurgeant sur l'augmentation du prix des transports par certains transporteurs véreux que les autorités de la province du Haut-Ogooué, en tête desquelles le gouverneur de la dite localité, ont à travers un communiqué radio annoncé la suspension des cours pour une durée d'une semaine sur toute l'étendue de la province du Haut-Ogooué. Les raisons invoquées par ces autorités sont liées à la pénurie du carburant ainsi que les difficultés des transports scolaires. La reprise des cours est fixée pour le lundi 16 janvier prochain. Retenons tout simplement que depuis l'incident survenu le 24 décembre dernier, les conséquences de ce drame sont visibles dans la province du Haut-Ogooué. À Franceville, le chef-lieu de la dite localité, plus une seule goutte d'essence dans les 3 stations, à l'exception du gasoil. Ce qui paralyse en grande partie le transport urbain et interurbain qui connaît une augmentation sur certains trajets. Ajoutez à cela l'épineux problème des bouteilles de gaz qui manquent toujours dans certains ménages. Au regard de l'ampleur et du délai d'exécution des travaux de réhabilitation de la voie ferrée, les populations du Haut-Ogooué en général et celles de Franceville en particulier ont amorcé la nouvelle année 2023 avec beaucoup d'inquiétudes et de manquements, malgré la bonne volonté clairement affiché par le gouvernement dans la résorption partielle de certaines de ces difficultés. Front social, quelle alternative pour les personnes handicapées après la destruction de leurs kiosques dans le cadre de l'opération Libérer les trottoirs initiée par les autorités gabonaises depuis quelques jours. Elles observent un sitting devant les locaux de la primature pour faire entendre leur voix. Maya Meda s'est rendue sur place. Aujourd'hui, les seuls mots qui définissent ces situations alarmantes sont désolation, tristesse et regret. Donc voilà les mots que je peux exprimer par rapport à la destruction de nos kiosques. Et j'ai même envie de dire que c'est une condamnation pour nous. Parce que je pense que dans un état de droit, lorsqu'on veut mener une opération comme celle qui a été menée de façon unilatérale, je dis bien, parce que nous n'avons jamais été associés, on ne nous a jamais consultés, on prend la peine de mener des enquêtes pour savoir quelles sont les différentes cibles qui peuvent être touchées par l'opération. Personne n'est contre le fait qu'on puisse libérer les trottoirs. Personne n'est contre que la ville puisse être belle. Mais je pense qu'il y a quand même des procédures, il y a des méthodes. Une position qui met en mal ces pères et mères de famille, car depuis plus de 15 ans, ces kiosques-là permettaient à nos familles de vivre. La plupart d'entre nous, et vous allez le constater, la plupart des personnes handicapées, nos enfants sont scolarisés. Ce ne sont pas des délinquants. Ce ne sont pas des enfants qu'on abandonne sous prétexte parce que nous ne travaillons pas. Donc nous faisons tout pour que nos enfants soient scolarisés. La plupart des personnes en situation de handicap aujourd'hui ont une vie de famille. Nous avons des femmes et des enfants. Bien que la vie soit difficile, bien que la vie ne nous fasse pas de cadeaux, mais nous nous battons pour avoir un peu notre petite place. Et c'est le gouvernement qui doit nous accompagner. Alors lorsque le même gouvernement vient détruire le peu qui essaie de nous aider, alors vous voyez qu'il y a problème. Le paradoxe dans cette histoire,
Ce qui nous a permis d'avoir des kiosques là-bas, ce sont les micro-projets de 2011 financés par l'État gabonais. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on donne par la main droite et on récupère par la main gauche, sans tenir compte des statuts des uns et des autres. C'est encore que quand l'État agit dans le sens du bien fondé du plus grand nombre. Alors, donc, on n'a reçu aucun préavis. Moi, on m'appelle un dimanche, on me dit, voilà la situation. Et je file là-bas avec mon scooter, je suis là impuissant. Je constate tout simplement. Une opération conduite par 2 généraux, vous imaginez? Malgré les différentes revendications auprès des autorités en charge. Ça fait plus d'1 semaine, nous sommes à la 2e semaine, nous sommes allés vers l'information et on nous a fait comprendre que l'opération est pilotée par la primature. C'est ce qu'on vit, nous est venu chercher ici. En attendant qu'on nous reconstruise nos box, il faut que nous ayons de quoi faire vivre nos familles. Après la conférence de presse qui s'est tenue le 31 décembre dernier, le SINAFAG a fait le bilan de l'année écoulée et dans le même élan a pris la décision de faire la proposition au gouvernement de mettre en place une politique d'accompagnement qui, jusqu'à ce jour, ne connaît pas de suite favorable, ce qui explique la présence de ces pères et mères de famille devant la primature. La suite de cette édition d'information, Info ou Intox, le groupe de presse Radio-Télévision Renaissance serait-il coupable de piratage? Une information relayée sur les réseaux sociaux. Le directeur général de cette entreprise a tenu à apporter de plus amples explications sur cette affaire. C'était au micro de Jessica Andjoa. Les informations qui circulent sur la toile depuis quelque temps au sujet du piratage d'électricité par le groupe Renaissance sont, selon les responsables de l'entreprise, des accusations sans fondement. Il s'agit d'une vraie fausse alerte. En fait de piratage, il n'en est rien du tout. J'ai été le premier à être surpris par la diffusion de cette information. J'ai même reçu à mes services le week-end dernier une visite d'inspection des agents de la SEG qui m'ont rassuré qu'il n'en était rien. Cette information relève beaucoup plus de ragots, racontés par quelqu'un dont j'ignore les états de service en matière de presse. On me dit qu'il serait passé par cette maison. Selon Dépêche 241, il s'agit d'un piratage qui coûte environ 19 millions de francs CFA à l'entreprise en charge de la gestion et de la distribution de l'électricité dans notre pays. Des informations jugées d'une gravité extrême qui sont condamnées par le directeur général. Je déplore tout simplement la manière dont l'information a été traitée par certains de nos confrères qui, sans vérification aucune, ont versé dans la diffamation, parce qu'il s'agit beaucoup plus de cela. Ils ont offensé les chiffres qui tiennent dans leur esprit, parce que je ne sais pas qui leur a donné, la consommation de courant de notre maison. Je regrette tout simplement que certains de nos confrères soient tombés à bras raccourcis sur ce type d'information sans vérification aucune, alors que M. Manfoumi n'est pas le gestionnaire de cette maison. Je suis seul responsable et avec moi j'ai des collaborateurs qui auraient pu répondre aux questions, disons aux préoccupations de nos confrères s'ils l'avaient voulu. Au vu de ce qui précède, les agents du groupe Renaissance parlent d'une volonté manifeste des auteurs de ces fausses rumeurs de nuire à l'image des entreprises que compte le groupe de presse. Première assemblée générale ordinaire tenue ce matin par la Fédération des entreprises du Gabon pour le compte de l'année 2023. Une rencontre présidée par Henri-Claude Ohima. À l'ordre du jour, le bilan et les perspectives. Plus de détails dans ce reportage de Daniel Boukabouka. Les chefs d'entreprise du Gabon ont répondu présents à ce grand rendez-vous. Henri-Claude Ohima, en sa qualité de président de la Fédération des entreprises du Gabon, a profité de l'occasion pour fixer le cap de l'année 2023. Celui-ci établit l'ordre du jour dans l'Assemblée générale. À statuer sur les textes organiques pour permettre au secteur privé d'être en adéquation avec le mouvement impulsé par notre organisation de changement de sa dénomination sociale, à savoir les statuts, le règlement intérieur, l'achat des titres et des déontologies, la déclaration d'engagement solennel de l'année. Cette plateforme a également permis aux nombreux patrons d'entreprises de soulever les préoccupations d'ordre fonctionnel
dont principalement la mise en œuvre de la signature électronique. La signature électronique, ce n'est pas celle qu'on scanne, qu'on met sur un document. C'est ni plus ni moins que la concentration via des algorithmes de l'identité d'une personne pour s'engager juridiquement à signer un acte. Je crois savoir que ce projet est sur notre table, je crois savoir qu'il avance bien. Il serait très intéressant, pour faciliter la digitalisation des actes d'amont, de nous situer sur l'adoption prochaine de cette loi. Antonella Ndembe, épouse Damas, représentant la tutelle, a rassuré les leaders de l'économie gabonaise. Celle-ci a prêché un message d'unité entre toutes les parties prenantes pour un État équilibré. Dans toutes les problématiques que vous avez soulevées aujourd'hui, de vous accompagner dans l'épanouissement de ce pays. Le président de la FEG a ainsi incité ses adhérents à dorénavant travailler en synergie, à s'impliquer davantage dans leurs différentes prérogatives afin de donner à l'État gabonais un nouveau visage économique. Améliorer la compétitivité via l'instauration d'un dialogue public-privé, l'amélioration du climat des affaires, le développement des relations internationales, la priorisation des entreprises gabonaises dans l'exécution des marchés, mais surtout le respect des nouveaux statuts et règlements intérieurs de la fédération. En politique, alors que d'autres acteurs affichent leur inquiétude par rapport à l'effectivité de la révision de la liste électorale en vue de prochaines présidentielles, d'autres restent sereins. C'est le cas de Mac Dioktan, président du Nouveau Gabon. Des détails avec Estelle Amvan. Candidat déclaré à la présidentielle de 2023, Mac Dioktan, président du parti Gabon Nouveau, affiche un air serein lorsqu'on aborde la question relative à la révision du fichier électoral. J'avais cru comprendre il y a quelques semaines que le ministère de l'Intérieur était en train de prendre toutes les dispositions pour que les révisions puissent se faire. Bon, la vérité, c'est que nous avons encore le temps de faire ces révisions. Mais l'acteur politique relève tout de même l'obligation pour l'État de mettre la carte nationale d'identité à la disposition des citoyens. La difficulté, c'est que réviser les listes électorales n'a pas beaucoup de sens si on n'a pas réglé la question de la carte nationale d'identité. C'est une question où il faut qu'on sorte de la politique des annonces, et que l'éléphant blanc des cartes nationales d'identité nationale qui sont maintenant disponibles, il faut mettre fin à ce cirque. 4 ans après sa création, Gabon Nouveau s'active pour être une forte proposition sur l'échiquier national. Nous venons de déposer notre dossier au ministère de l'Intérieur avec un peu plus de 9000 signatures, 9000 adhésions, comme le demande la loi, réparties sur l'ensemble du territoire. Et maintenant, nous attendons que le ministère de l'Intérieur fasse son travail, les enquêtes, etc., qui doivent être faites, et naturellement qu'il nous donne la reconnaissance juridique à laquelle nous avons droit. C'est depuis Port-Gentil, en octobre 2021, que Mac Dioktan a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Le président de Gabon Nouveau ne compte pas faire cavalier seul, puisqu'il est signataire du pacte d'engagement et de confiance de la plateforme Alternance 2023. Restons toujours en politique pour parler cette fois-ci de 2 promus au sommet de l'État. Il s'agit bien évidemment de Alain-Claude Billy-Binzé, promu au poste de Premier ministre, et Rose Christiane Osuka-Raponda au poste de vice-président. C'est un communiqué du secrétariat de la présidence de la République. Regardons. Par décret du président de la République en date de ce jour, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, M. Alain-Claude Billy-Binzé. Le président de la République a chargé le Premier ministre, chef du gouvernement, de former le nouveau gouvernement. Par décret du président de la République en date de ce jour, est nommé vice-président de la République, Madame Rose Christiane Osuka-Raponda. Je vous remercie.
Nous venons de l'écouter, Alain-Claude Billy-Binzé, désormais chef du gouvernement, Premier ministre, Rose Christiane Souka, promue à la présidence de la République. Et nous en parlons avec Estelle Amvan sur ce plateau. Estelle Amvan, bonsoir. Bonsoir Jack. Alors, que vous inspirent justement ces changements au sommet de l'État? Alors, pour ce qui est de ces changements au sommet de l'État, nous allons d'abord parler d'Alain-Claude Billy-Binzé. Fondamentalement, pour les observateurs avertis, cette nomination n'est pas une surprise. On se souvient, lorsqu'il a été porté à la vice-primature, plusieurs n'ont pas hésité de marquer leur surprise en interpellant le président de la République, en disant au président de la République, mais pourquoi pas le mettre à la primature? Et c'est ce qui est arrivé ce soir. Alors, la première particularité, c'est qu'il n'a pas mis du temps à la vice-primature. Et la deuxième, c'est que c'est une ascension fulgurante. L'homme accumule des postes. On se souvient de son entrée au gouvernement. La première fois, c'était en 2006. Il avait été nommé ministre délégué à la communication, porte-parole du gouvernement. Et là, nous sommes sous Omar Bongo. Et sous Ali Bongo, il a été plusieurs fois ministre, plusieurs fois ministre d'État, plusieurs fois porte-parole du gouvernement et même plusieurs fois porte-parole de la présidence de la République. Et ce soir, plus récemment, on disait il était vice-premier ministre avant d'être premier ministre ce soir. Et au final, premier ministre. Cela dénote de la confiance du chef de l'État vis-à-vis de sa personne. Il est également important de rappeler que Alain-Claude Billy-Binzé est l'élu, donc il est le député du siège unique du 2e arrondissement de Makokou et du canton Loulé. Et là, nous sommes dans le Goïvindo, sa province d'origine. Alors, Estelle Amvan, mais qu'en est-il finalement de Rose Christiane Souka, première femme au poste de vice-présidente ici? Alors, je souris tout d'abord parce que c'est une femme qui est vice-présidente de la République, ce n'est pas rien. Pour ce qui est de Rose Christiane Souka, sous Ali Bongo, elle est le symbole même de la concrétisation de la décennie de la femme qui va s'achever en 2025 parce que c'est de 2015 à 2025. Après avoir occupé le poste de ministre du budget en 2015, elle devient la première femme maire de la commune de Libreville et dès la fin de son mandat qui s'était achevé en 2018, en 2019, elle est portée à la tête du ministère de la Défense et là, elle était la deuxième femme à ce poste après Angélique Ngoma, on se souvient, première femme ministre de la Défense. Elle a également été précurseur en tant que Premier ministre, Rose Christiane Souka, et son ascension à la vice-présidence, c'est tout comme une cerise sur le gâteau. Et Rose Christiane Souka est devenue, ça j'ai envie de dire cette phrase, est devenue ce 9 janvier 2023 la première femme vice-présidente de la République gabonaise. Un grand pas, un grand moment pour le Gabon et c'est tout à l'honneur des femmes. On peut dire que c'est également un signal fort de la confiance que le président de la République porte à la junte féminine. Jacques. Estelle Amban, merci. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information économie. À présent, le certificat au crédit carbone fait partie des nombreux avantages du leadership du Gabon en matière de protection de l'environnement. Les autorités gabonaises, il leur est à la commercialisation de ces crédits carbone. Quelle est la répercussion de ces crédits dans l'économie du pays? Tentative de réponse avec Estelle Amban. Ce sont 90 millions de tonnes de crédits carbone du Gabon qui ont été validés à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques sur la période 2010-2018. Pour leur valorisation, le Gabon a un chemin bien établi. Ces crédits créés par le ministère de l'Environnement ont été transférés à notre fonds souverain, FGIS, qui va être responsable de les vendre, de les monnayer. Prix de marché, $14 à peu près par crédit. Le crédit carbone n'est pas une marchandise comme tout autre. Le One Forest Summit, qui se tiendra dans les tout prochains jours au Gabon, sonne comme une aubaine pour le gouvernement. Un des objectifs principaux de ce sommet, c'est de vendre des crédits carbone au secteur privé français. Des sociétés qui
émettent du CO2, qui n'arrivent pas assez rapidement à réduire leurs émissions, ont la possibilité d'acheter des crédits pour compenser les émissions. Pour ce qui est de la répartition des bénéfices qui découleront de la vente de ces crédits carbone, les autorités indiquent que 10% seront investis dans la forêt pour créer d'autres crédits carbone, 15% pour les populations rurales, 25% pour le Fonds souverain des générations futures, 25% pour payer la dette et 25% pour des projets tels que l'éducation, la santé et la résilience climatique. Culture à présent, le paiement de droits d'auteur et de droits voisins aux artistes, annoncé pour ce mois de janvier lors du dernier conseil présidé par le directeur général du Bugada, Éric Joël Bécalé, suscite des réactions des artistes qui se réjouissent de cette nouvelle, mais dénonçant le flou qui règne sur la manne qui doit être redistribuée. Modeste Mbazagoy pour plus de détails. Février 2018 marque le premier et dernier paiement forfaitaire des droits aux adhérents du Bugada. L'annonce de la redistribution des droits d'auteur et voisins au cours du récent conseil d'administration de cette institution pour ce mois de janvier apaise les cœurs partiellement. Je suis content qu'aujourd'hui on pense à payer les artistes. Mais il y a quand même un fond qu'il faut comprendre, c'est que quand on paye, avant de payer, on annonce le montant qui a été encaissé. Prévu d'être versé 2 fois par an aux artistes selon le décret 452 qui fixe le règlement relatif à la gestion des droits d'auteur en son article 83, les artistes s'interrogent sur certains faits. Alors cette fois-ci, on ne sait pas quel est le montant qui a été encaissé. La clé de répartition, bien entendu, n'est pas annoncée. Donc sur quelle base et quelle est la somme qu'ils vont répartir? C'est ça le problème qu'on se pose aujourd'hui. C'est pas tout de payer, mais ça fait quand même 10 ans, quand même vous aussi, qu'on attend le paiement. Car cela n'y tienne, les attentes des acteurs culturels sur la manne qui sera bientôt distribuée est claire. Les textes sont clairs sur la question. Nous avons droit à 60% des revenus des encaissements. Et quand on parle de 20 milliards minimum, nous avons au moins 12 milliards. Donc nous attendons effectivement 12 milliards. Voilà, c'est la vérité. Nous attendons 12 milliards. Les espoirs sont fondés. La direction générale du Bureau gabonais des droits d'auteur est à pied d'œuvre pour le deuxième paiement des droits d'auteur de ses adhérents. L'actualité hors de nos frontières à présent, 39 morts et des centaines de blessés. C'est le bilan d'une collision de 2 bus au Sénégal, une situation qui a conduit le président Macky Sall à décréter 3 jours de deuil national. C'est un récit de Sidel Adiman. C'est l'un des accidents les plus meurtriers au Sénégal ces dernières années, qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, autour de 3 heures du matin, près de la ville de Kaffrine, à environ 250 km de la capitale Dakar. Le gouvernement a annoncé dimanche un dernier bilan de cet accident dans la localité de Sikilo, de 39 morts, 53 blessés hospitalisés et 42 blessés plus légers traités dans des centres de santé locaux. Les 2 bus auraient contenu 139 voyageurs au moment de l'accident, a souligné le gouvernement dans un communiqué. 10 des blessés sont en urgence vitale, a précisé le président Macky Sall, après s'être rendu au chevet des blessés à l'hôpital de Kaffrine, en compagnie de son premier ministre Amadou Ba. La difficulté restera l'identification des autres corps. Ça se fera au fur et à mesure. L'État apportera tout le soutien et toute la solidarité aux familles endeuillées, mais également aux blessés ou à leurs familles pour pouvoir atténuer leurs souffrances. Les accidents de bus sont fréquents dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en raison du mauvais entretien des véhicules, de routes en mauvais état, mais aussi d'erreurs de conduite. Ce lundi, le Premier ministre a réuni un conseil interministériel pour prendre les mesures portant sur l'état des véhicules, le contrôle technique, la délivrance du permis de conduire et les horaires de transport. Le maire de Kaffrine, Abdoulaye Seydou Sow, par ailleurs ministre de l'Urbanisme et du Logement, ainsi que le procureur de la République de la ville voisine de Kaolack, ont imputé la collision à l'éclatement d'un pneu d'un des 2 bus qui a alors dévié de sa trajectoire.
Au Brésil, des milliers de manifestants ont pris d'assaut les lieux du pouvoir, le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel. Ils protestent contre la réélection du président Luis Ignacio Lula da Silva, récemment élu à la tête du pays. Récit de Sidela Niman. Ils étaient des milliers à envahir puis saccager les principaux édifices du pouvoir. Les partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro refusent de laisser le pouvoir au nouveau président élu Lula. Des vitres brisées dans ce bâtiment qui abrite le Sénat et la Chambre des députés, des bureaux sans dessus-dessous. Ces images montrent le mécontentement de ces manifestants, vêtus de jaune et de vert. Je participe à cette manifestation totalement pacifique parce que je ne suis pas d'accord avec tous les vols de Lula, Alckmin, de la Cour suprême, d'Alexandre de Moraes. On veut de nouvelles élections, des urnes propres. On ne pense pas que ce processus a été démocratique. Il y a eu plusieurs indications qui montrent qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu corruption. Ces partisans de l'ex-président d'extrême droite, défaits d'une courte tête par le candidat de gauche, Luis Ignacio Lula da Silva, réclamaient depuis le second tour, le 30 octobre, l'intervention de l'armée. Lula, qui avait passé l'après-midi dans l'état de Sao Paulo, sinistré par des inondations, s'est rendu au palais présidentiel, puis à la Cour suprême, elle aussi envahie et saccagée par des bolsonaristes, tout comme le Congrès. Jair Bolsonaro, lui, se trouve aux États-Unis, où il est parti 2 jours avant l'investiture de Lula, se refusant à remettre l'écharpe présidentielle au nouvel élu. Il a tout de même condamné la dégradation et l'invasion de bâtiments publics. En fonction depuis seulement une semaine et déjà confronté à une crise majeure, le président de gauche a déploré des événements sans précédent dans l'histoire du Brésil. Il a placé les forces de l'ordre locales sous le commandement des forces fédérales pour reprendre en main la sécurité à Brasilia, où les policiers ont été totalement débordés par les assauts des bolsonaristes. À la tombée de la nuit, la police a finalement évacué les 3 bâtiments et procédé à des arrestations. Les forces de l'ordre semblaient reprendre progressivement le contrôle de la situation. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Demain, 13h, Leslie Nanaka pour vous informer. Je vous retrouve lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programme sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.